Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous voici à la dernière saison de notre thème annuel, En quête de sens, incarner l'espoir au quotidien. Pour tous, l'automne est le moment énergétique d'intégration. Donc, après avoir mené la quête de sens durant les 3 autres saisons, il est temps d'insister sur incarner l'espoir au quotidien. C'est ce que nous avons commencé à voir le mois dernier en développant le thème de l'amour au quotidien et nous allons poursuivre ce mois-ci donc dans cette voie avec les énergies de la balance. Si nous ne pouvons pas encore pratiquer l'amour unité, nous y travaillons. Et pour ce faire, nous avons présenté il y a 2 mois la bonne volonté et la volonté de bien dont nous avons étudié les caractéristiques. 2 attitudes importantes par lesquelles justement l'humanité commence à mettre en œuvre complètement la loi d'amour. La différence entre les deux, mais on en reparlera tout à l'heure, ça tient beaucoup à l'engagement. Donc on verra ça à nouveau en reparlant de la volonté de bien. Si ces 2 attitudes d'amour au quotidien sont donc de plus en plus pratiquées, si ça progresse dans l'humanité, si on est de plus en plus nombreux à mettre ça en œuvre dans l'humanité, il est évident que la conséquence en sera l'émergence d'états de conscience tout à fait différents, à partir desquels une nouvelle société verra le jour. La bonne volonté et la volonté de bien sont surtout une volonté d'unir, une volonté de réunir ce qui est séparé, ce qui est antagoniste. Alors non pas en cherchant l'unanimité, mais en mettant l'accent sur ce que l'on a en commun, et non en insistant sur les différences, en pratiquant en pensée, parole et acte tout ce qui unit, et non ce qui sépare. Ça c'est vraiment le point commun qu'on va retrouver entre la bonne volonté et la volonté de bien. Comme nous l'avons vu, cela nécessite de renoncer à se battre pour ou contre des idées. C'est renoncer à défendre des idées ou à prendre position pour ou contre. Tous termes empruntés à l'armée. Se battre, se défendre, pour ou contre, prendre position, tout ça, ce sont des termes militaires. Ce travail est donc en résonance avec les énergies balance et ça va nous demander de quitter les oscillations des 2 plateaux de la balance pour trouver la voie du milieu, ni plus ni moins. La voie qui ne penche ni d'un côté ni de l'autre et qui n'est ni pour ni contre. C'est assez facile à dire, mais c'est pas facile du tout à mettre en œuvre. D'autant plus que prendre parti nous semble être une qualité importante d'engagement de chacun. Chacun d'entre nous trouve vraiment que dans sa vie, si on ne prend pas parti, ça ne va pas. Ça nous semble vraiment tout à fait fondamental. Et en plus, donc, nous le faisons quotidiennement. Il nous arrive même de ne pas voir du tout, du coup, l'antinomie qu'il peut exister dans des phrases telles que prendre parti pour l'ensemble, ou bien militer pour la paix. À l'intérieur, il y a une antinomie complète entre les deux. Mais c'est vrai que souvent, ça ne nous apparaît pas parce qu'on ne voit pas forcément qu'on vient prendre parti à quelque chose donc de séparatiste. Alors, on va aujourd'hui explorer un peu plus avant la nécessité de cette voie du milieu et de montrer ce qui peut nous aider à la développer et à la maintenir. Et on verra que c'est comme ça qu'on accède plus sûrement donc à la bonne volonté et à la volonté de bien. Nous avons dit le mois dernier que nous reviendrons justement sur la question du ni pour ni contre parce qu'elle soulève quelques difficultés et elle soulève aussi quelques objections. La première objection qu'on peut soulever, c'est de dire mais ce sont les idées qui construisent et qui changent le monde. Il est donc nécessaire de prendre parti pour ces idées. Si personne ne prend parti pour ces idées qui vont changer le monde, elles ne vont jamais aboutir à quoi que ce soit. Donc c'est tout à fait fondamental et important de prendre parti pour. Mais tout dépend de quelles idées on parle. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en français, c'est le même mot pour désigner des idées fondamentales, des principes, des lois, que pour évoquer nos propres prises de position, nos opinions, ou bien tout simplement les idées pratiques d'aménagement du quotidien. Donc c'est le même mot, par exemple, qui pourrait concerner l'idée fondamentale de liberté avec un L majuscule, le principe essentiel de liberté. Ou pour traiter donc des idées que chacun d'entre nous pouvons avoir sur la liberté. Comment nous avons nos petites opinions personnelles sur la liberté. C'est le même mot, on parle toujours d'idées. Ou en ce qui concerne tout simplement des idées pratiques concernant la liberté, du style, tiens, comment je vais occuper là, ma journée de libre, je ne sais pas trop comment, j'ai de liberté là pendant quelques heures, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, c'est le même mot. C'est des idées sur la liberté. Évidemment, donc, ça prête à confusion, et si on commence un petit peu à discourir là-dessus sans préciser plus, ça va être extrêmement confus. D'où, justement, c'est à nouveau cette précision que nous avons souvent déjà vue, mais qui est importante de refaire, de voir qu'en ésotérisme, justement, pour arriver à distinguer ces 3 éléments, les idées qui sont vraiment en rapport avec le plan mental abstrait, celles qui sont plus en rapport avec l'émotionnel et ceux qui sont en rapport avec le physique, donc l'existence de 3 mots. Donc ces 3 mots, c'est idée, idéal et idole. Comment est-ce qu'on définit très rapidement le monde des idées?
Les idées, c'est vraiment quelque chose que nous allons mettre en rapport avec le mental abstrait. Ce mental abstrait, donc, qui est capable de percevoir des principes, des idées fondamentales, des lois, comme le font par exemple les scientifiques ou les philosophes. Il s'agit véritablement d'idées de valeur générale, de valeur globale. Ça, c'est vraiment une qualité très importante pour voir ce que sont les idées. C'est vraiment quelque chose qui, on va voir tout à l'heure, fait l'unanimité. Les idéaux, ce sont des idées qui sont reprises, donc sur le plan des idées, et qui sont interprétées sur le plan individuel. Là, c'est fait par notre mental concret, celui que nous connaissons bien, nous avons l'habitude. Notre mental concret est naturellement complètement relié à l'émotionnel. Et là, il s'agit beaucoup plus de nos envies, de nos goûts et de nos appréciations diverses et comment nous traitons les idées, donc tout à fait personnellement et individuellement. Et puis, les idées sur le plan physique, on appelle ça une idole, c'est l'application pratique tout simplement donc des idées que l'on peut avoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'une idée fondamentale, et là je reprends maintenant à partir de là ces trois termes tels que nous venons de les voir, pour qu'une idée fondamentale, pour qu'un principe puisse vraiment arriver en application, il ne faut pas qu'il reste au niveau de l'idée, il va falloir qu'il se serve des trois aspects. Toute idée, pour se manifester, doit devenir idéale, puis idole. Pour qu'une idée fondamentale puisse se manifester, il est nécessaire, par exemple, pour reprendre l'idée de liberté, que l'idée de liberté soit reprise à un moment donné par des gens au niveau des idéaux qui aient vraiment envie de liberté, ou vraiment envie de plus en plus de liberté, ou de vraie liberté, comment chacun va pouvoir l'interpréter. Et si ce goût et cette envie est de plus en plus forte, alors ça aboutira sur le plan physique à prendre des mesures concrètes pour assurer la liberté de chacun, donc sur le plan législatif ou sur d'autres manières. Voilà donc comment il y a ce processus de l'idée idéale et idole. Pour en revenir au pouvoir créateur des idées, oui, bien sûr que les idées changent le monde, mais à condition, comme je viens de le dire, d'être reprises sous forme d'idéaux. C'est-à-dire que suffisamment de personnes soient plus ou moins influencées, consciemment ou pas, par ces idées, donc elles soient en contact avec ces idées, elles ont le goût et ce goût va se transmettre dans une majorité de la population. Il faut se rendre compte que souvent les idées touchent peu de monde, parce qu'il faut déjà aller les chercher. Alors que les idéaux sont souvent très contagieux. Et quand une idée descend sur le plan de l'idéal, c'est là qu'elle se répand. C'est là qu'elle va vraiment donc toucher un maximum de monde. Or, pour qu'une idée véritablement puisse se manifester, l'idéal c'est que l'idée descende à travers des idéaux pas trop déformants, de manière à ce qu'on puisse arriver à s'y retrouver au moment où ça aboutit sur le plan physique. Et c'est là qu'effectivement qu'est le problème majeur. En effet, toute idée qui descend sur le plan émotionnel, toute idée qui devient un idéal, va susciter sur ce plan émotionnel une double réaction. C'est systématique. Pour ou contre. Chaque fois qu'une idée arrive sur le plan émotionnel, aussitôt, ça se traduit par « Ah oui, c'est très bien » ou bien « Ah bah non, c'est pas bien du tout ». Et donc on a systématiquement le pour ou contre. Ce pour ou contre qui n'existe pas au niveau de l'idée, puisque c'est un principe unanimement reconnu. Donc on a un pour ou contre, on a un j'aime pas, et qui va se prolonger jusqu'à son application concrète, qui fait que finalement la majorité va l'emporter, et donc peut-être que ça va se manifester, ou peut-être que pas du tout. Ça peut ne pas du tout se manifester. On pourrait comparer cela, si vous voulez, alors c'est à un autre niveau, c'est peut-être un petit peu moins abstrait, mais on peut le comparer, c'est intéressant, avec ce qui se passe du point de vue d'un projet de loi gouvernemental. Vous imaginez qu'un gouvernement dépose à l'Assemblée un projet de loi. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée même qui va très très loin. Par exemple, je pense en 1974, la loi Veil qui défend donc la dépénalisation de l'IVG. Il y a tout un état d'esprit derrière. Et ça, Dieu sait si ça a bougé la société française. Donc voilà, il y a un projet de loi qui est déposé à l'Assemblée. Immédiatement, le deuxième temps, c'est qu'à l'Assemblée, aussitôt, vous avez une division extraordinaire entre les pour et les contre. Ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne supportent pas. Et si on fait allusion justement à ce processus de l'IVG, ça a été une véritable guerre. C'était vraiment, quand Simone Veil a raconté ça, c'était une bataille absolument effroyable. Donc c'est pour ça qu'on voit que finalement, là, ça se déchire complètement dans le pour et le contre. Et le résultat n'est pas évident. C'est pas du tout facile. Et finalement, quelquefois, ça n'aboutit pas, c'est refusé. Et puis heureusement, bien d'autres fois, c'est accepté. Ou alors, c'est quelquefois amendé. Et vous avez peut-être tous entendu parler aux informations que telle loi a été déposée et que l'esprit de la loi est intéressant, mais qu'il y a eu tellement d'amendements, il y a eu tellement d'ajouts, il y a eu tellement de déformations que ça ne rime plus à rien et qu'on n'arrive plus du tout à retrouver l'esprit de la loi à travers le texte final qui va sortir. Et puis l'idole, qu'est-ce que c'est ? L'idole, c'est tout simplement les décrets d'application. Et donc, vous savez que là aussi, quelquefois, ça peut durer. Parfois, les décrets d'application peuvent durer des années, alors que la loi a été votée, avant d'arriver à passer dans le concret. Parce que ça traîne, parce qu'on n'est pas pressé forcément de l'avoir arrivé. En ce qui concerne la loi Veil, par exemple, les décrets sont passés assez rapidement, et ce sont les médecins.
il y a eu un énorme boycott de beaucoup de médecins qui refusaient de pratiquer l'IVG tel que c'était indiqué par la nouvelle loi. Donc vous voyez, c'est pour vous donner une petite indication par rapport au fait que tout ce que nous retrouvons sur des plans plus fondamentaux, on le retrouve aussi sur des plans plus concrets, par rapport à cette comparaison donc, entre ce qui se passe sur l'idée idéale, idole, et entre projet de loi, débat aux différentes assemblées, et puis donc les décrets d'application. Tout le monde est assez unanime sur les idées. Tout le monde est assez unanime sur la fraternité, sur l'amour, sur la liberté, ou bien sur les lois scientifiques, une fois qu'elles sont avérées. Les scientifiques peuvent discuter quand ils ne sont pas d'accord sur une loi, mais une fois qu'elle est prouvée, pas de problème, tout le monde est tout à fait d'accord. C'est pas du tout la peine de se battre pour ces idées. Mais par contre, personne ne l'est sur les idéaux. Et c'est là que les combats font rage. Finalement, ce sont les idéaux qui vont initier le changement, parce que l'humanité, pour l'instant, est beaucoup plus sensible, dans son ensemble, aux idéaux qu'aux idées. Donc finalement, sur le terrain, qu'est-ce qui a provoqué vraiment les changements de société, les révolutions, les révoltes, etc. Toutes les luttes pour acquérir un certain nombre de choses, ce ne sont pas les idées, ce sont directement les idéaux. Même si nous n'oublions pas que ces idéaux, directement découlent naturellement des idées. Mais c'était vraiment des idéaux qui s'affrontaient sur le terrain et qui ont amené donc certains changements. Ça amène la deuxième objection par rapport à cette histoire de ni pour ni contre. La première, c'était de dire, faut quand même prendre parti pour des idées. Là, on vient de voir que, non, on n'a pas à prendre parti pour des idées, mais prendre parti pour des idéaux, oui. Par contre, on peut dire que du coup, les luttes entre idéaux sont indispensables. S'il n'y a pas de révolution, s'il n'y a pas de révolte, rien ne change. Donc on ne peut pas dire qu'il faut arrêter d'être pour et contre. C'est évident que jusqu'ici, c'est vraiment les luttes d'idéaux qui ont amené les changements. Ouais, jusqu'à maintenant, oui. Car nous sommes dans l'ère de l'individualisme. On est encore maintenant dans l'ère de la révolte de l'individu, qui cherche à sortir des conditions de conscience de masse pour revendiquer ses droits, sa liberté, l'équité, etc. C'est vraiment donc la révolte nécessaire contre les pouvoirs autocratiques, d'exploitation, politique, économique. Et c'est vrai que tous les siècles passés ont vraiment été le terrain de guerre contre tous ces pouvoirs qui vraiment exploitaient l'être humain. Mais ce sont des rapports de force, ce sont des rapports de nombre, ce sont des rapports d'individus contre individus. Et tout ça, naturellement, est complètement encore d'actualité pour tous les gens qui cherchent à aboutir à leurs droits en tant qu'être humain. Mais à ce niveau, on n'est pas du tout dans le cadre de la bonne volonté et de la volonté de bien. Ça, ce sont encore des combats qui font perdurer l'ancien monde, on pourrait dire. Le monde de la personnalité, le monde de l'individualisme. Là, on est encore dans des combats nécessaires de l'involution. Et tant qu'on est effectivement dans cette involution, alors oui, l'individu est roi, l'individu doit s'imposer, l'individu doit absolument combattre toutes ces iniquités, toutes ces exploitations. Et du coup, c'est vraiment des rapports de force. Mais là, ce que nous essayons de mettre en place ensemble, c'est pas cela. Ça n'a pas besoin de nous, ça continue. Voilà, ça fonctionne très bien. Ce qu'on cherche à mettre en place, c'est justement maintenant l'avenir. Est-ce que véritablement, pour continuer et pour arriver à un monde non plus de combat mais de coopération, est-ce que maintenant on continue toujours à combattre? Est-ce qu'il faut toujours se battre pour des idées d'ensemble? Est-ce qu'il faut se battre pour l'idée de la paix? Est-ce qu'il faut continuer finalement à être pour ceci ou contre cela? C'est ça qui va être intéressant. Au mois de mai, à la conférence qui regroupait en même temps Bélier et Taureau, nous avons travaillé sur 3 mots. Subir, se révolter et accepter. C'était 3 mots qui étaient en rapport avec ces 3 états de conscience, la conscience de masse, la conscience individuelle et la conscience d'ensemble. Et nous parlions justement de ces 3 mots quand nous évoquions la réaction ou la réponse de chacun face au confinement. Le premier mot qu'on disait, c'était subir. Beaucoup de gens subissent. Et c'est ce qui se passe en conscience de masse. En conscience de masse, et là je m'écarte complètement du confinement, c'est d'une manière globale, en conscience de masse, il y a en général donc un attachement aux idéaux du passé, représentés par les traditions, les coutumes et surtout les habitudes. Du coup, il y a très peu de sensibilité aux nouveaux idéaux, susceptibles de tout changer. Le changement, souvent en conscience de masse, est craint, contrairement à ce qui se passe après dans les autres états de conscience. Donc, très peu de sensibilité à des nouveaux idéaux. Par contre, en conscience individuelle, on va devenir complètement sensible à tous les idéaux qui correspondent à l'éveil du moi, à son besoin de liberté, à son besoin de quitter la dépendance, à son besoin d'exister, d'être reconnu, à son besoin de prendre part à la vie publique. La révolte s'opère jusqu'à ce qu'on ait satisfaction. Mais on est complètement dans le monde de la compétition, de la concurrence, on est dans le monde de la loi du plus fort, rebaptisée pudiquement la loi du marché. À partir de là, on peut dire que les combats sont permanents et modèlent complètement la société actuelle. Là, on est très sensible à tous les idéaux
parce qu'on se rend compte qu'il nous présente quelque chose qui est notre futur immédiat. Il nous présente véritablement des choses qui vont changer le monde et qui vont changer notre vie et qui répondent quelque peu à nos besoins. C'est intéressant de voir que bizarrement, l'Église, ou les Églises plus exactement, ont joué un rôle, et jouent encore un rôle fondamental par rapport à ça, en présentant à l'humanité des notions d'équité, des notions de fraternité, qui n'existaient pas du tout auparavant. Donc on doit effectivement donc aux religions d'avoir apporté, d'avoir suscité chez les gens des choses qui n'étaient pas forcément prévues au départ, mais qui ont été vraiment un apport fondamental. Puis naturellement les philosophes. On pourrait faire une petite mention spéciale parce qu'ils ont joué un rôle vraiment important, les philosophes du XVIIIe siècle, qui ont tellement insisté sur ces idéaux humains, sur ces idéaux de liberté, qu'ils s'en est suivi donc tous les mouvements révolutionnaires en Europe. Eux, ils étaient dans les idées, mais c'est vrai qu'ils pouvaient aussi faire le deux, réussir à amener les idéaux de leurs propres idées, de manière à ce que les gens puissent prendre contact avec ça. Ils ont réussi, on pourrait dire, à vulgariser un peu leurs idées, de manière à ce que tout le monde puisse prendre contact avec ces idéaux, s'en saisir et révolutionner donc, le monde tel qu'il a pu l'être. Donc c'est intéressant de voir que tant qu'on est donc dans cet état de conscience, oui, il y a ces combats. Mais on arrive au troisième terme, l'acceptation. L'acceptation en conscience d'ensemble. Ça surprend quelquefois ce terme, l'acceptation. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est que l'acceptation, ce n'est pas du tout une résignation. Ce n'est pas du tout une espèce d'indifférence concernant une pseudo-sagesse. En fait, l'acceptation, c'est être capable d'accueillir les faits. C'est être capable de remonter à l'origine des faits et de les comprendre. C'est quitter complètement les idées concrètes, les idéaux partisans, émotionnels, pour remonter aux idées et leur donner du coup plus de poids, pour qu'elles puissent apparaître donc plus nettement au-delà des idéaux, pour qu'elles puissent s'imposer de plus en plus aux déformations faites par les idéaux. Et ça, c'est vraiment indispensable si on veut amener le monde vers l'ensemble, vers l'interdépendance et les justes relations. On ne peut absolument pas le faire à partir de combats individuels, si justes soient-ils. Il faut donc bien comprendre que les idées changent le monde, oui, mais selon leur véritable nature. Selon leur véritable nature. Tous les idéaux, même emplis de bonnes intentions pour l'ensemble, sont de nature personnelle. Ils peuvent donc changer les apparences, les formes de notre société. Mais en aucun cas, ils ne peuvent changer son fondement. Ils ne peuvent pas du tout changer sa nature individualiste. Et ça, on le constate toujours avec l'aspect limité des réformes dans notre société, qui effectivement changent les formes, mais pas du tout l'état d'esprit. Donc finalement, ça revient toujours au même. C'est des formes différentes avec le même état d'esprit. Donc ça ne change pas grand-chose. On est toujours dans un affrontement entre des personnalités et leurs idéaux. Finalement, c'est toujours la bagarre entre pour et contre, le plus ceci ou le moins cela. Mais quand on cherche à promouvoir, cette fois-ci, en pensée, en acte et par l'exemple, des idées impersonnelles, là je dis bien des idées et non plus des idéaux, en étant dénué de toute volonté de convaincre et de toute idée de combat, alors on agit sur le fondement même de la société, sur son état de conscience qui tend alors vers plus d'impersonnalité et de conscience d'ensemble. Alors à ce moment-là, il va en résulter des changements d'attitude profonds. Alors à ce moment-là, on occupe la voie du juste milieu, qui n'est pas d'ailleurs une moyenne ou un compromis. Car cette voie du juste milieu, elle se trouve en métaposition. Elle se situe dans le monde des idées, mais en amont des idéaux. Vous voyez, on peut situer toujours les idéaux pour ou contre comme étant deux polarités qui se trouvent là, comme ça, sur le même niveau, pour ceci ou contre cela. Voilà. Mais la métaposition, la voie du milieu, contrairement à ce qu'on croit, ce ne serait pas une voie qui serait au milieu des deux. C'est une triangulation. C'est une voie qui est effectivement bien au milieu, mais beaucoup plus haut, qui forme la pointe du triangle entre les deux. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on remonte au niveau des idées, on remonte finalement à ce qui a donné naissance à ces idéaux. Mais on remonte à l'origine. Et cette voie du milieu, elle est véritablement juste parce que c'est là qu'on n'a pas besoin du tout de combattre quoi que ce soit. Plus la force de l'idée est perçue par tous, et plus les idéaux vont lui céder lentement la place. Et un accord se fait progressivement. Plus on remonte à l'idée, plus elle nous paraît évidente, plus on la nourrit, plus on lui donne de la force, et plus on va s'apercevoir que les interprétations qu'on en a faites au niveau des idéaux sont plus ou moins de valeur, en tout cas ils ont peut-être servi pendant un moment donné, mais ils vont progressivement donc laisser la place à l'idéal. Donc la pointe du triangle, progressivement, s'impose d'elle-même donc aux deux bases du triangle, sans férir, sans combattre, sans défendre quoi que ce soit, simplement en prônant justement cette idée fondamentale. Naturellement, ces deux attitudes, l'idéal avec lequel on se bat et puis l'idée que l'on cherche à prôner,
ça apporte pas du tout la même gratification. Tant qu'on est dans le combat personnel, la confrontation d'idéaux, la défense de nos idéaux favoris, c'est très gratifiant pour la personnalité. C'est même un facteur de reconnaissance, voire même de célébrité. C'est gratifiant aussi parce qu'on peut mesurer en temps réel le résultat de nos actions. Par contre, quand on travaille avec les idées, c'est sur le long terme, car la conscience sociale change très lentement. C'est certain que si nous vivons en tant qu'âme, alors nous restons complètement fermement sur la voie du juste milieu, sans jamais se relâcher, et quoi qu'il arrive, on est dans l'affirmation de cette idée fondamentale. Ça, c'est quand on est véritablement en tant qu'âme, sans jamais en descendre. La plupart du temps, en ce qui nous concerne, nous sommes encore des apprentis de cette position. Et en tant qu'apprenti, donc la puissance de la personnalité, elle est encore bien présente et elle se fait encore bien sentir. C'est pour ça qu'on souffre souvent du fait qu'on n'est pas reconnu, du coup, comme un acteur du changement. Et on passe par des crises de doute sur l'efficacité d'ailleurs de ce qu'on fait, puisqu'on n'en voit aucun résultat dans l'immédiat. Et une nouvelle dualité apparaît. Être plus ou moins efficace. Être plus ou moins utile. Alors on oscille du coup régulièrement dans le temps entre l'importance de ce qu'on fait puis la futilité, entre la grandeur peut-être de notre action puis sa petitesse ou peut-être l'erreur complète. Et souvent le découragement et le doute reviennent cycliquement. Et si tout ça, c'était vain? Pas évident de garder cette position-là. Alors c'est intéressant à ce sujet de rappeler, bien que peut-être tout le monde la connaisse, l'histoire du colibri. La forêt équatoriale est en flammes. Et tous les animaux fuient l'incendie qui risque de tout ravager. Sauf le colibri. Le colibri, il est là, il va à la rivière, il prend dans son bec 2-3 gouttes d'eau, il va vers le feu et touc, il les balance sur le feu. Et il revient, il fait comme ça la navette. Un animal qui le voit faire, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou, fiche le camp, tu risques ta vie. Ça sert à rien ce que tu fais. » Et tu vois l'immensité du feu et les 2 gouttes que tu balances, ça ou rien, c'est vraiment la même chose. Et le colibri répond « Moi, je fais ma part de travail. Je ne tiens compte de rien d'autre, je fais simplement ma part de travail. » Ça, vous voyez, c'est vraiment très très intéressant parce que quand on est justement dans ce découragement cyclique, quand on pense peut-être à la vanité des choses, c'est important de rapporter cela. Naturellement, quand on pense à l'histoire du colibri, on a toujours la manie de la rapporter ou de la repenser pour nous-mêmes en tant qu'individu. Et qu'effectivement, si on est le seul colibri de l'histoire, oui, peut-être que ça va être vain. Seulement, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes des millions de colibris. Et dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde, si nous nous pensons en tant que groupe, si nous nous pensons en tant que millions de colibris, chacun faisant sa petite part de travail, alors oui, là, les choses avancent. Là, c'est une évidence. Et c'est là où, justement, la notion de groupe est tellement importante. Ça peut être quelque chose qui peut nous aider, donc, vous voyez, à garder cette voie du juste milieu pour échapper au ni plus ni moins, au ni pour ni contre qu'on trouve en bas. Mais comment garder cette voie du milieu? Eh bien, comprendre ce que recouvrent les termes plus et moins va nous y aider. En effet, le plus et le moins peuvent s'entendre de 2 manières différentes. D'une manière quantitative et d'une manière qualitative. Tout d'abord, d'une manière quantitative. Vouloir être plus, avoir plus, faire plus, être plus efficace, être un plus grand serviteur, servir plus. Et puis par position, à d'autres moments, se sentir dans le moins, dans l'inutilité, dans l'inefficacité. On voit combien finalement donc cette manière quantitative de voir les choses en termes de plus et de moins, c'est de là que viennent les alternances constantes dans notre vie entre l'importance et le futile. Ça vient de ce moins quantitatif. Frédéric, au mois de novembre 2019, donc il y a quelques mois, a écrit un article justement que vous pouvez trouver sur le site qui s'appelle Ni plus ni moins. Et dans cet article, elle dit « Ce ni plus ni moins, cela s'exprime souvent par l'exigence, ou son pôle opposé, la plainte. Exigence ou plainte. Tous deux découlent d'une insatisfaction reconnue ou larvée. Même si l'exigence se part souvent de bonnes intentions, de buts louables pour justifier un despotisme sous-jacent, que ce soit pour soi ou pour les autres. Il faut donc simplement faire au mieux. Ni plus ni moins, car le plus est tyrannique et le moins est pleurnicheur. En effet, entrer dans ce jeu d'être plus ou moins maintient complètement notre identification à des polarités. On ne peut pas en sortir quand on reste justement dans ce plus et ce moins. Et du coup, ça nous empêche complètement de rejoindre la voie du milieu.
On peut voir aussi, donc du coup, le plus et le moins d'un point de vue qualitatif. Et là, on découvre que tout est polarité électrique. Le plus et le moins, c'est le côté polarité électrique de l'univers. Et donc tout est polarité électrique, plus ou moins, et ça n'est pas du tout figé. La personnalité elle-même, par exemple, elle est le plus, elle est le moins, selon ses comportements. Et ça change tout le temps. Par exemple, une personnalité qui va être complètement dans l'émission, car le plus c'est être émetteur, c'est rayonner, c'est une force centrifuge, elle peut l'être à certains moments. Puis à d'autres moments, elle peut être beaucoup plus dans le pôle moins parce qu'elle est plus justement ou dans la plainte, ou elle est justement demandeuse, ou elle est en moins, ou simplement dans la réception. Et donc cette capacité de recevoir, donc aussi d'être à l'écoute de, c'est aussi une capacité donc de réception. Donc c'est vrai qu'en tant que personnalité, c'est toujours important d'être régulièrement à la fois dans la réception, dans l'écoute, et puis à d'autres moments donc dans l'émission. C'est pour vous montrer que ces polarités, on ne peut pas du tout les bloquer. On ne peut pas en faire deux polarités fixes comme on a fait avec le plus et moins quantitatif. Parce que c'est un mouvement constant et que chaque chose, chaque fois que l'on considère quelque chose, eh bien tout est à la fois plus et moins. Ça dépend des circonstances. C'est la grande histoire du yin et du yang, ou justement qui reprend ces histoires de plus et de moins, d'émetteurs-récepteurs, d'énergie ou de beaucoup plus matière. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours considérer en rapport avec un contexte. Donc c'est toujours, on ne peut jamais dire que quelque chose est plus ou est moins. Il faut toujours se poser la question par rapport à quoi. Nous-mêmes, tant que nous sommes à l'écoute de quelque chose, on est dans la réception, on est dans le moins. Mais dès qu'on va peut-être redire ce qu'on a entendu, on va être aussitôt plus. Et donc simplement, il y a des moments où on met l'accent un peu plus sur le moins, d'autres moments sur le plus. C'est vraiment une alternance constante. C'est un mouvement constant. Donc cette notion de plus et de moins nous met sans arrêt dans une relation de l'un à l'autre. Et là, donc, par rapport à la bonne volonté, puisque c'est quand même toujours notre but, d'essayer de voir en quoi tout ça, ça nous sert pour être dans la bonne volonté, la volonté de bien, il est toujours important de se redire que nous sommes une personnalité au service de l'âme. C'est-à-dire que nous sommes une polarité moins, si je la définis par rapport à l'âme, qui est une polarité plus. Nous devons être à l'écoute de l'âme. Mais il y a des moments où justement, quand nous serons à l'écoute et que l'âme compte sur nous pour amener en manifestation ce qu'elle passe à travers nous, alors nous repasserons dans le plus. Et qu'en fait, on va être les deux en même temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, nous sommes en moins en rapport avec un plus, mais que ça change tout le temps. Nous sommes les deux. Nous sommes le plus et le moins ensemble dans un rapport qui est constant et variable. C'est ce qu'on voit constamment dans ce que nous avons vu au mois de juin, lorsque nous avons évoqué la fête de la bonne volonté. On avait justement évoqué l'invocation et l'évocation. Et l'invocation et l'évocation, c'est vraiment tout un système de rapports constants, où il y a des moments où nous sommes dans le moins cherchant à invoquer un plus, et à d'autres moments, en évocation, nous laissons passer le plus à travers nous, en direction du moins. Et donc c'est vraiment quelque chose qui se joue constamment, invocation et évocation. Donc c'est important de voir combien ce mouvement va être une relation constante qui nous aide à nous désidentifier des polarités en tant que telles. Et alors, cette fois, contrairement à ce qu'on vient de voir avec le plus quantitatif, le jeu du plus et du moins, qui change donc selon les rapports, nous empêche de nous identifier à une polarité. Ça nous oblige à tout envisager sous forme de relations constantes, ce qui va représenter une aide précieuse pour demeurer sur la voie du milieu qui n'est ni le plus ni le moins, exactement comme faire du vélo. Le vélo, c'est un équilibre qui est fait constamment d'un mouvement entre la droite et la gauche. C'est un déséquilibre constant, c'est un déséquilibre en mouvement. Et souvent, les gens qui ne savent pas faire du vélo ou qui ont du mal, c'est parce qu'ils cherchent à tout prix à garder une espèce d'équilibre figé au centre. Évidemment, ça ne marche pas. Il faut adopter cette souplesse qui fait qu'on est de droite à gauche et que finalement, on avance. La voie du milieu, elle s'opère de cette manière-là. Donc, ce qu'il faut bien voir, à travers ces deux définitions du ni plus ni moins, c'est que l'approche quantitative, elle nous amène à être ni plus ni moins, à nous vouloir ni plus ni moins, mais à faire au mieux. Alors que l'approche qualitative, elle nous demande d'être à la fois et le plus et le moins, de manière à demeurer dans la circulation des énergies. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de voir que selon qu'on considère ce ni plus ni moins d'un côté ou de l'autre, ou bien il faut pouvoir se dire mais on n'est ni plus ni moins, ou au contraire, oui, il faut être I plus et moins. Ça dépend donc de ce que l'on appelle et ce que l'on considère, d'où l'importance justement de bien préciser tous ces mots. Alors, comment utiliser ces deux attitudes ? C'est intéressant de définir le plus et le moins de cette manière-là, mais ça sert à quoi ? Comment est-ce qu'on va utiliser ça ? On va voir comment on va les utiliser en pratiquant le discernement, et comment le discernement mène à la libération de la passion.
Donc 2 points très importants par rapport donc, à cette bonne volonté, comment le discernement va nous mener à la libération de la passion. Quel est le ni plus ni moins à l'intérieur de tout cela? Avant de commencer de voir le ni plus ni moins, il faut redonner juste une petite explication concernant le mental. En effet, le plan mental, dont nous n'arrêtons pas de parler depuis tout à l'heure, avec le monde des idées, il participe à la fois au monde des idées et au monde des idéaux. Il fait les deux. Et pour bien comprendre ça, il faut bien réaliser qu'en fait, le mental, ce n'est pas de lui tout seul. Il ne fonctionne pas en vase clos. Le mental, à lui tout seul, il a rien, il n'a aucune idée. Il est neutre d'une certaine manière. Le mental, c'est simplement un récepteur. C'est comme un poste de radio. Il capte des ondes et il les transforme en idées. Mais tout dépend de la longueur d'onde sur laquelle il est branché. Tout dépend sur qu'est-ce que le mental va capter. Dans la majorité des cas de l'humanité actuellement, le mental, il est complètement en rapport avec le plan émotionnel. Je dirais même, il est collé, il est en adhérence avec le plan émotionnel. Et donc, tout ce qu'il capte, ça vient des 5 sens physiques, 5 sens émotionnels. Donc, il capte tout ce que les 5 sens captent, donc tout ce que nous apprenons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous voyons, bref, tous les enseignements de droite et de gauche, etc., tout ça, ça vient donc par les 5 sens, et le mental, il capte tout ça, et il transforme tout ça donc en idéaux, pas en idées. En idéaux, tout simplement parce qu'on ne remonte pas au mental abstrait de cette manière-là. On ne fait que des idées concrètes. On ne fait que des idées finalement qui sont en rapport avec nos expérimentations, avec ce qu'on a entendu, avec ce que les autres ont déjà pensé. Et donc on voit comment le mental lui-même commence par être récepteur. Il reçoit tout ce qu'il capte, il en fait des idées et il les diffuse. Donc le mental, il se définit essentiellement, lui aussi, comme étant un émetteur-récepteur. Il ne garde pas les choses pour lui. Donc dès qu'il a reçu un petit peu ces vibrations, il en fait des idées, il va les émaner. Mais tant qu'effectivement, il est complètement collé donc, à l'émotionnel, c'est simplement donc du mental concret, c'est simplement des idéaux qui vont être produits. Des opinions, comme on dit quelquefois. Par contre, lorsqu'on est amené par la méditation, par exemple, que ce soit une méditation mystique, une méditation scientifique, une méditation occulte, etc., on va apprendre à décoller complètement le mental de l'émotionnel. C'est vraiment un effet ventouse. Il faut vraiment imaginer que dans la méditation, c'est pas facile parce que vraiment, le mental, il colle à l'émotionnel comme c'est pas permis. Et donc, d'arriver à le maintenir, à le décoller, puis à lui dire, mais maintenant, tu t'élèves un peu, et maintenant, tu vas recevoir ce qui vient de l'âme, les inspirations de l'âme, ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'énergie fondamentale, ce qui vient vraiment du plus subtil. Tu vas t'efforcer de recevoir ça. Et d'où un silence, parce qu'évidemment, il n'y a pas du tout d'informations concrètes qui sont données. Donc c'est dans le silence, dans cette réception, qu'on va recevoir cela. Mais comment on va le savoir? Parce qu'à un moment donné, ce mental abstrait, il va se retourner vers le mental concret, qui va à nouveau mettre en mots ce qui a été reçu. Et je vais dire, ah oui, tiens, il y a telle idée, il y a telle qualité, j'ai perçu telle chose. Mais ça se fait rarement en direct. Quand on a l'entraînement, oui, ça peut se faire en direct, mais la plupart du temps, ça se fait complètement dans le temps. C'est à force d'avoir maintenu des instants de silence et de réception que plusieurs jours ou quelques semaines ou comme plus tard, il y a des idées qui nous arrivent, on ne sait pas trop pourquoi, ni d'où. Donc parce que ce n'est pas forcément signé. C'est vous dire que c'est quelque chose donc, qui ne se passe pas complètement donc, dans l'immédiat. Et donc ce mental, c'est vraiment important d'arriver à le décoller de l'émotionnel pour découvrir des choses nouvelles, pour qu'il entre en rapport avec le monde des idées. Et là, à ce moment-là, oui, on peut commencer à rentrer en rapport avec le monde des idées. Et là, on va avoir 2 mondes, le monde des idées d'un côté et puis le monde des idéaux de l'autre. C'est là qu'il faut bien réaliser, et qu'on va bien réaliser, combien la plupart de nos idées sont devenues des idéaux. D'autant plus que quand nous avons été en contact avec certaines grandes idées, philosophiquement, ésotériquement, qu'on a lu ou des choses ou des principes, etc. Qu'est-ce qu'on s'empresse d'en faire immédiatement un idéal? Ah, cette idée, alors cette idée de la loi des renaissances, cette idée de la réincarnation, ou cette idée de la loi d'involution, ah j'adore ça, moi. Ah c'est super. Ah mais alors vraiment, moi, oui, je suis redescendu dans l'idéal. Je suis redescendu dans l'appréciation. Et du coup, je suis en train de déformer. Sauf si vraiment je dis, ça c'est une idée vraiment très intéressante, je redescends dans l'idéal, mais je ne perturbe pas l'émotionnel, j'essaie de le laisser clair, il ne bouge pas, et je crois que ça va être à diffuser, mais sans en rajouter, sans mettre d'émotion, avec le maximum de neutralité. Et donc cette idée peut descendre dans un émotionnel plus cristallin et rejoindre ensuite donc la réalité. C'est là donc la grande difficulté, vous voyez, d'arriver à pouvoir décoller l'adhérence du mental à l'émotionnel.
C'est vraiment quelque chose qui est important parce que sinon, on réalise combien tous nos idéaux sont les résultats d'un mental qualifié par nos désirs, nos sentiments, nos affects, nos peurs, et ce qui amène donc toujours à avoir donc des idées partielles et partiales. Donc, si on réussit à décoller l'adhérence du mental à l'émotionnel, ça résout un problème fondamental. Sinon, il demeure toujours dans la problématique du plus et du moins quantitatif. Donc notre mental, si on ne le décolle pas, il va complètement ne pas échapper aux polarités du pour et du contre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il ne pense qu'en termes de dualité. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a réussi à décoller, on va pouvoir effectivement utiliser le plus et le moins d'une manière qualitative et appliquer ces rapports aux dualités. Mais vous voyez, tant que j'en reste à un mental émotionnel, on reste dans les idéaux et on ne fait que penser en termes de pour ou contre, de plus et de moins. Si je réussis à le décoller, je remonte à l'idée, je remonte sur la pointe du triangle, et là je vais pouvoir commencer à réfléchir et méditer sur ce que sont les deux bases du triangle, à ce que représentent ces deux idées. À partir de là, quand on réalise le principe, il faut vraiment qu'on réfléchisse et qu'on médite sur les grandes dualités qui sont à la base de toutes nos réflexions. C'est important de donner des exemples parce que là on est vraiment dans quelque chose de tout à fait fondamental pour notre travail. Prendre des exemples tout simplement d'abord au niveau physique. Tout le monde est persuadé qu'il y a une dualité, le froid et le chaud. Ou c'est froid ou c'est chaud. Bon, il y a bien la voie du milieu, le tiède, mais donc c'est froid ou c'est chaud. Mais au niveau physique, ça n'existe absolument pas. Le froid et le chaud, ce sont des interprétations sensorielles pour nous, mais ça n'existe pas. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que le chaud, c'est un mouvement moléculaire intense qui descend jusqu'à ce qu'on appelle, nous, le froid ou le froid absolu, qui est l'arrêt du mouvement moléculaire. Donc ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a absence de mouvement moléculaire ou mouvement moléculaire, quelque chose qui croît sans arrêt. Depuis l'arrêt total des molécules jusqu'à leur excitation maximum à de grande chaleur, c'est simplement un fondu enchaîné. À aucun moment, il y a quelque chose en physique qui existe en disant c'est froid ou c'est chaud. Ça n'existe pas. Même chose pour la lumière et les ténèbres. Ça n'existe pas non plus en physique. Il n'y a que la lumière. Les ténèbres, ça va être une absence de lumière, ou peu de lumière. Mais il n'existe pas un point qu'on peut dire ténèbres. Dès que la lumière pénètre quelque chose, eh bien, elle envahit tout. S'il existait quelque chose qui soit des ténèbres, il faudrait imaginer que dès qu'on ouvre un petit peu une boîte de ténèbres, eh bien, la lumière baisse. Ça n'existe pas du tout. Donc forcément, dès qu'on met un petit peu plus de lumière, forcément, il y a de plus en plus de lumière. Mais il n'y a pas une dualité entre lumière et ténèbres. Ça, c'est de la physique. Et ce qui est important, c'est que ce qu'on voit en physique, c'est important de le vivre chez nous aussi. Et donc, vous voyez, ce qu'on peut voir donc, comme mot-clé, finalement, en physique, parce qu'on pourrait prendre d'autres exemples, c'est absence. Tout simplement, le froid, ça n'existe pas, c'est l'absence de mouvement. Les ténèbres, ça n'existe pas, c'est tout simplement l'absence de lumière. On pourrait exactement reprendre le mot absence aussi pour nous d'un point de vue psychologique, mais c'est plus intéressant de reprendre le mot ignorance. Vous allez voir que ça nous emmène assez loin. Le bien et le mal. Y a-t-il le bien d'un côté et le mal de l'autre, tel que nous les ont enseignés les religions? À l'époque où les religions nous l'ont enseigné, c'était très bien. Encore une fois, la plupart des choses sont justes en temps utile. Donc c'est vrai qu'à une humanité qui était encore une fois un peu enfantine, il fallait pouvoir enseigner un certain nombre de choses en disant ça c'est bien et ça c'est mal. Mais fondamentalement, maintenant, si on veut avancer, si on veut sortir justement d'un mental qui s'empêtre dans la dualité, il faut arriver à se rendre compte qu'il n'y a pas de bien et de mal tel qu'on l'entend habituellement. Qu'est-ce qui existe? Il existe un sens fondamental de l'existence. Un sens fondamental qui se révèle peu à peu à des esprits ignorant ces lois. Qu'est-ce que c'est que le mal? C'est simplement l'ignorance de ces lois fondamentales, l'ignorance de ce que nous sommes, l'ignorance du plan. Les animaux ne connaissent pas du tout d'ailleurs la distinction entre le bien et le mal, car ils n'ont pas de mental, donc ils ne se posent pas la question. Mais un humain, même au début de son évolution, cherche à donner un sens en expérimentant, en supposant, et en interprétant naturellement tout de travers avec le pauvre mental qu'il peut avoir. Et ce sont, malgré tout, les premières étapes vers le bien, que relativement on peut appeler le mal, mais ce sont quand même la progression et le fondu enchaîné vers le bien. L'amour, là aussi on pourrait dire, il n'y a pas non plus d'amour et de haine, ou d'amour et de séparatisme, pareil, tels que nous les comprenons habituellement. C'est vrai que, encore une fois, au début c'est intéressant de faire ces distinguos, mais quand on cherche à sortir de la dualité, il faut se rendre compte que non,
Ce qu'on appelle donc tous nos états affectifs, tous nos états sentimentaux, je t'aime un peu, beaucoup passionnément à la folie, pas du tout, qui va jusqu'à la haine ou qui va jusqu'au séparatisme, mais il résulte tout simplement de l'ignorance de la grande loi d'amour, qui n'est pas un sentiment. Et donc ce sont simplement les essais et erreurs de la mise en œuvre progressive de l'amour, avec un A majuscule, l'amour unitaire. Tous les stades d'amour et de haine ne sont qu'un apprentissage progressif de cette grande loi. Mais il n'y a pas de dualité. Là encore, c'est un fondu enchaîné entre l'ignorance totale de l'amour, son apprentissage progressif, jusqu'à être totalement amour. Il n'y a pas non plus, bien sûr, de vrai et de faux. Là encore, ça fait partie de notre dualité habituelle. Il y a des vérités fondamentales qui se révèlent à chacun à la mesure de son éveil, de son intelligence, sensible, expérimentale, mentale, etc. Et naturellement, chacun cherche la vérité progressivement. Et comme on le sait, toute vérité est de nature temporaire. On ne progresse pas d'erreur en vérité, mais de petites minuscules vérités vers des vérités plus grandes. En fait, le vrai et le faux sont simplement le résultat de notre ignorance des grandes lois cosmiques. Mais là encore, c'est un fondu enchaîné entre ignorance totale et puis progressivement, dès notre première vie, on apprend des choses, et on arrive donc à la connaissance, à la vérité. Et pour finir, on pourrait simplement rajouter, il n'y a pas non plus de juste et d'injuste. Et Dieu sait si ça fait mousser. Parce que vraiment, ça fait partie souvent de nos réactions émotionnelles, c'est trop injuste, ça va pas du tout, il n'y a pas de justice sur cette terre. Mais c'est encore une dualité qui est due à une interprétation relative à notre ignorance des implications complexes de la loi des renaissances. Quand on ignore complètement la loi des renaissances, on ne peut pas comprendre ce qui est juste et injuste. La loi des renaissances, c'est ce qu'on appelle en Orient la loi du karma, qui, je vous le rappelle, n'est pas du tout une loi de punition, mais qui est une simple loi de cause à effet, et qui fait que d'une vie à l'autre, on reprend simplement les choses là où on les a laissées. Et même si c'est pas tout de suite, parce que vraiment on n'est pas capable d'assumer tout de suite nos erreurs, mais c'est toujours finalement une loi d'apprentissage. C'est ça qui est très important, c'est de voir que par cette loi, on apprend les conséquences de nos actes. En tant qu'individu, on en a fait les choses. En tant qu'individu appartenant à une tribu, en tant que tribu, ou en tant que peuple, ou en tant que nation, on a tellement engagé d'actions positives et négatives au cours de toutes nos vies, mais que nous sommes totalement et forcément ignorants de tout ce qui s'est passé. Donc on est complètement ignorant de la justesse ou non de ce qui nous arrive maintenant, eu égard à tout ce qu'on a pu faire de positif et de négatif. Donc nous traduisons ça, nous, en disant « Ah ben qu'est-ce que j'ai comme chance ?» Ou alors, ah, vraiment, qu'est-ce que j'ai comme ma chance? Mais pas du tout. Il n'y a ni chance, ni malchance, ni juste, ni injuste. Simplement, on ne voit pas du tout tous les tenants de tout ce que nous faisons. C'est tellement complexe, et il y a tellement d'imbrications, parce qu'il n'y a pas que souvent que le karma ou les conséquences personnelles, ça s'imbrique avec beaucoup d'autres personnes, ça s'imbrique avec ce que nous avons vécu dans différents peuples. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement complexe. Chacun va attirer ce qui lui est nécessaire pour avancer. Donc c'est un apprentissage pour réajuster toutes nos relations, cette notion de karma, cette loi des renaissances. On a tous été souvent déjà en contact les uns avec les autres, dans des relations différentes, en tant que parents, enfants, ou enfants-parents, parce qu'on change les rôles, en tant qu'homme et en tant que femme, en tant que mari et en tant que femme. Donc on a expérimenté tellement et tellement de relations, donc on a créé tellement de choses entre nous. Mais ce sont les mêmes âmes incarnées avec lesquelles nous continuons le travail. Souvent on n'arrive pas à se reconnaître, et pourtant, de plus en plus, quand on est sensible à ça, ça se sent par des reconnaissances, qu'on dit quelquefois karmiques, on parle souvent de rencontres karmiques. On sent que, on ne sait pas pourquoi, on a rencontré telle personne et touc, il y a quelque chose qui accroche, il y a quelque chose qui se fait. Il y a vraiment quelque chose qui existe profondément, au-delà complètement des apparences. Ce sont vraiment des sympathies particulières qui sont des reconnaissances d'âme à âme, même si on ne se rend pas compte que quelquefois on ne va pas forcément donc, mettre ce mot-là. Donc le juste et l'injuste, c'est simplement l'aveu émotionnel de notre impuissance à comprendre tous les paramètres en jeu. Alors, évidemment, si on croit qu'on n'a qu'une seule vie, là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Là, c'est vrai qu'on reste un peu sur cette notion de juste et d'injuste. Mais c'est vrai que si on considère ne serait-ce qu'un millier de vies, on comprend bien la complexité de la chose. Tant que nous demeurons avec un mental qui dépend de l'émotionnel, on ne peut pas se détacher donc des polarités plus ou moins quantitatives. Et du coup, tout est pensé en termes de dualité. Il nous faut réaliser, quand on fait un petit peu le tour d'horizon qu'on vient de voir là maintenant, les problèmes de bien et de mal, les problèmes d'amour et pas amour, de juste et d'injuste, de vérité et d'erreur, à quel point c'est à partir de ces dualités majeures
que découlent absolument nos pensées, nos idéaux, nos actions et nos réactions, prises de position, opinions, etc. La plupart du temps, c'est à partir de cette position de dualité que tout cela donc se met en place. Et c'est à partir de ça que là, généralement, on est capable de s'enflammer, alors que ce sont que des interprétations émotionnelles. Mais quand le mental peut se tourner enfin vers l'âme, alors là, oui, on commence à fonctionner et à penser en termes de plus et moins qualitatifs, c'est-à-dire en termes de relations constantes, de mouvement entre ces polarités plus et moins. Alors on sort de la dualité, de la pensée duelle, et on commence donc à découvrir la voie du juste milieu. Tout à l'heure, je vous disais que travailler le discernement, c'était se libérer de la passion. Effectivement, plus on va utiliser ce discernement pour sortir de la dualité, arriver à trouver donc cette métaposition, et plus on va sortir de la passion. Ce qui peut poser encore question, parce qu'on a toujours dit que rien de grand ne se fait sans passion. Donc souvent, il est même recommandé d'être des passionnés, sinon on n'arrive jamais à rien. Oui, une fois de plus, c'est exact en ce qui concerne la personnalité, pas forcément en ce qui concerne l'âme. C'est là où il est toujours important d'arriver à comprendre qu'il y a toujours deux temps de mouvement dans cette histoire, donc à chaque fois, qui fait que, là encore, de l'un à l'autre, plus ou moins, ce qui paraît juste pour l'un est faux pour l'autre, et que c'est réciproquement, il faut arriver à comprendre qu'il y a un temps pour la personnalité passionnée qui se bat pour faire émerger ses droits, et puis le passage à la conscience d'ensemble. Ce ne sont pas du tout les mêmes histoires. Et à ce moment-là, quand on passe de la conscience d'ensemble, ça nécessite d'estomper progressivement l'émotionnel. Pas la sensibilité, hein. Seulement l'émotionnel. La sensibilité, elle reste très très puissante parce qu'elle informe le monde de l'âme et nous informe justement de la conscience d'ensemble. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas du tout passer donc en conscience d'âme, en conscience globale, avec la passion. C'est impossible. Le discernement, il nous libère, donc, comme on l'a vu, des adhérences émotionnelles. Il dégage un mental panoramique qui nous amène à nous questionner sur ce que nous pensons, sur la valeur de nos pensées. Est-ce que cela provient d'une projection, ce qu'on pense, ce que je pense? Est-ce que ça vient d'un désir? Est-ce que ça vient d'une peur? Est-ce que ça vient simplement de quelque chose qui me convient? Et quand on réalise qu'effectivement, souvent, ce sont ces influences, alors on remonte vers les idées fondamentales, et c'est tout le travail philosophique que nous avons à faire. Alors on se distancie complètement du côté passionnel. On dépassionne toutes les questions, toutes les idées, ce qui va nous rendre beaucoup plus ouverts, plus disponibles, respectueux des uns des autres, et capables donc de pouvoir reconnaître chacun. Alors quand on est des passionnés, on découvre alors la valeur de l'engagement qui prend la place de la passion. Mais qu'on confond souvent. On a quelquefois l'impression que des gens qui sont complètement engagés, c'est des gens passionnés. Pas du tout. L'engagement n'est pas du tout sujet aux variations, ni aux excès de la passion, ni aux j'aime pas. L'engagement, il résulte complètement de la perception de ce qui doit être. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Voilà comment, en utilisant à la fois donc le ni plus ni moins et le plus et le moins, on fait preuve de discernement, on fait preuve de recul mental, on fait preuve de silence sur nos pensées toutes faites. Et cela nous libère donc de la passion et nous sommes amour, donc dans la bonne volonté en action. Nous incarnons alors l'amour au quotidien et l'espoir pour la planète. À présent que nous avons vu tout ce qui peut nous amener à être de plus en plus donc dans cette bonne volonté, voyons le petit plus qui nous amène à aller plus loin avec la volonté de bien. La fois dernière, nous avons défini la volonté de bien de deux manières. En disant que dans la bonne volonté, on faisait ce que nous pouvions, on faisait de son mieux, ni plus ni moins, pour améliorer le futur immédiat. Et c'était important dans notre quotidien, chaque fois que l'occasion s'en présentait, de pouvoir échapper à cette dualité, de trouver un peu la voie du milieu et de faire de notre mieux pour amener cette nouvelle action. Avec la volonté de bien, on va beaucoup plus loin parce que ça devient l'engagement d'une vie. On s'engage complètement à faire de sa vie quelque chose qui va complètement dans ce sens-là. Et là, on va non pas dans le futur immédiat, mais on parle en termes d'avenir. On va beaucoup plus loin. On a une certaine tendance, quand on est dans la volonté de bien, à percevoir justement ce qui doit être. D'où résulte justement l'engagement à long terme sur ce qui doit être. Et c'est ce qui nous différencie quelque peu de la bonne volonté. Mais l'attitude, à la fois du ni plus ni moins d'un point de vue quantitatif et à la fois du et plus et moins d'un point de vue qualitatif, ça c'est vraiment donc pareil, on en retrouve la même chose qu'avec la bonne volonté. Et donc la volonté de bien, c'est vraiment ce qui nous met au cœur de la mission humaine, à savoir être passeur d'énergie subtile vers l'ensemble des règnes sur Terre.
être intermédiaire entre un plus qui nous dépasse et un moins auquel nous participons. Pour être capable de faire ça, il nous faut que intérieurement, nous-mêmes, nous puissions déjà fonctionner en tant que plus et moins, en rapport en tant qu'âme reliée à la personnalité, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Parce que si nous ne sommes pas dans ce mouvement, si nous voulons être plus, avoir plus, faire plus, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut que nous nous quittions justement cette polarité pour nous remettre dans le rapport avec toute simplicité et toute humilité. On pourrait prendre d'ailleurs la comparaison avec la respiration. La respiration, c'est aussi un plus et un moins constant. La respiration, c'est vraiment quelque chose qui est aussi un mouvement. Selon les moments de la vie, on va respirer plus ou moins, mais il n'y a pas du tout à respirer volontairement plus ou moins que ce qui se présente, que ce que la vie nous présente. En fait, on n'a pas du tout à vouloir stocker l'air d'hier pour pouvoir l'utiliser demain. Et comme c'est cette respiration qui amène l'énergie, c'est exactement la même chose. Du point de vue de la respiration, du point de vue de l'énergie, nous avons simplement à être à la disponibilité avec tout ce qui se présente, à être dans le mouvement, à être dans le présent. Comme pour la bonne volonté, on peut mettre en évidence deux mots. Deux mots pour aller plus loin justement dans cette volonté de bien. Et ces deux mots à travailler, c'est obéir et servir. Obéir, ça peut surprendre quand c'est la première fois qu'on entend ça, mais c'est vrai que ça l'est moins quand on voit un petit peu l'étymologie. En effet, pour nous, l'obéissance, c'est vraiment quelque chose qui est une soumission. Quand est-ce qu'on obéit? Les religions nous ont dit qu'il fallait obéir à Dieu, ou quelquefois certains écrits ésotériques nous disent qu'il faut obéir à l'âme. Ou bien, autrefois, donc, nous obéissions donc, à des supérieurs, on obéit toujours à des supérieurs, soit parce que voilà, c'est un supérieur, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut le faire, ou parce qu'on n'a pas compris l'ordre, donc il n'y a qu'une seule chose, c'est d'obéir, ou bien tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord, mais on n'a pas le choix, donc il faut obéir. Donc il y a toujours un petit peu cette idée quand même de soumission. Derrière, pourtant, il faut se rendre compte qu'il y a autre chose. Ça, c'est le côté déformant. L'étymologie d'obéir, c'est ob, en latin, qui veut dire devant ou devant, et ouïr. Entendre. Ob-ouïr. Donc, obéir, c'est véritablement obouir, c'est entendre en avant, entendre devant. On pourrait reprendre l'expression tendre l'oreille. C'est donc, obouir, c'est le moins qui tend l'oreille vers le plus et qui s'accorde à lui. C'est vraiment fait pour trouver un accord. Obouir et donc s'accorder avec l'autre. C'est pas trop facile, parce que ça nécessite d'écouter d'autres essentialités que celles de la personnalité. C'est vrai que la personnalité, elle s'écoute beaucoup, et on s'écoute généralement beaucoup trop soi-même. Et surtout d'ailleurs dans nos excellences. On dit souvent qu'il est beaucoup plus difficile de combattre ses défauts que ses excellences, parce qu'on est tellement fier de ce qu'on réussit bien, de ce qu'on sait faire le mieux, que du coup il n'est pas question de s'en détacher et de s'en désidentifier. Et pourtant, tant qu'on est à l'écoute de ça, c'est difficile d'obouir l'âme, d'obouir complètement d'autres processus. C'est beaucoup plus donc quelque chose qui fait qu'on a du mal à percevoir une autre histoire. Et donc, obouir l'âme. Oui, je supprime le « a ». Quand on est de obéir à quelqu'un, à quelque chose, oui. Mais quand on obouit, c'est j'obouis l'âme, ou même je peux obouir quelqu'un profondément, obouir une situation, obouir ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment cette disponibilité constante qui nous met en rapport avec ce que nous ne savons pas, avec ce que nous ne connaissons pas, et qui fait qu'on est complètement disponible pour être surpris, parce que tout le reste, on le sait. Tout le monde des idéaux du mental concret, on le connaît par cœur. Alors à ce moment-là, ça nous amène dans le deuxième mot, le service, servir. Bon, vous allez me dire, il va encore nous parler du service, il nous en parle à chaque fois. Oui, peut-être presque, mais ce qui est important, c'est que il y a deux mots fondamentaux dans la psychologie humaine. En tant que personnalité, l'instinct de la personnalité, le savoir-faire de la personnalité, ce que la personnalité ne peut absolument pas s'empêcher de faire, c'est désirer. Le désir est l'instinct fondamental de la personnalité. Et de la même manière, l'instinct fondamental de l'âme, j'emploie le mot instinct entre guillemets, l'instinct fondamental de l'âme, ce à quoi elle ne peut absolument pas échapper, ce qui lui est le plus naturel, automatique, c'est servir. Voilà pourquoi ce sont les deux mots-clés de notre psychologie complète. Désirer, en ce qui concerne la perso, servir, en ce qui concerne l'âme. Ça veut dire que l'âme, dès qu'elle en a la possibilité, dès que c'est quelque chose qui est possible, elle sert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, servir? C'est vrai qu'on a souvent mis en évidence que servir, c'est pas forcément
en tant que personnalité, faire des choses pour les autres. On sait que c'est très très bien réussir à laisser passer justement le rayonnement de l'âme à travers soi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Et c'est pas du tout quelque chose qui est concret. C'est quelque chose qui peut se faire à travers tout ce que nous faisons, à travers tout ce que nous sommes, à chaque instant. C'est simplement la présence et le rayonnement de l'âme à travers nous parce que nous réussissons à maintenir cela. Donc c'est intéressant de voir que c'est tellement naturel quand on est âme, que lorsqu'on est vraiment âme, il est inutile de se poser la question sur le genre de service qu'on peut rendre. Ça ne dépend pas de nous. C'est là où on voit qu'à quel point, nous, en tant que personnalité, on désirerait rendre service. On désirerait, si possible. Mais, écoute l'âme, si c'est pas trop te contrarier, j'aimerais que ton service, il aille là-dedans. J'aimerais que ton service, il serve à cela. J'aimerais que ton service, il aille dans le sens de ce que moi j'aime faire. Et qu'il serve à ces fins-là. Vous voyez, le désir, récupérer le service. Mais non, alors ça, alors là, surtout ne pas s'en occuper. Ça sert quand ça doit servir, quand surtout cette personnalité est dans l'obéissance, quand elle écoute justement l'âme et qu'elle ne cherche pas à s'écouter elle-même dans ses propres besoins, dans ses propres désirs, donc de rendre service aux autres. Donc c'est important de voir combien on a à laisser passer tout simplement tout cela à travers notre personnalité. Et là encore, bien sûr, encore le ni plus ni moins au niveau quantitatif qui nous guette. Ne pas chercher à être plus. Ne pas chercher à imaginer un service grandiose qui sauve le monde. Ne pas se lamenter parce que vraiment ce que je fais, il n'y a pas grand monde qui s'en occupe. Il y a 3 plaies et un tondu qui s'occupent de ça. Ça n'intéresse pas grand monde. Finalement, ce que je fais, je me demande vraiment à quoi ça sert. Mais ça, c'est une ambition spirituelle qui laisse place le plus souvent au découragement. Parce qu'apparemment, rien ne change ou si peu autour de soi. D'ailleurs, personne ne s'aperçoit de quoi que ce soit. On aimerait tellement être reconnu en tant que serviteur. On aimerait tellement que dire, oh, dis donc, toi, alors là, et d'ailleurs, autour de toi, il y a bien des choses qui changent. Il se passe des choses. Qu'est-ce qu'on aimerait ça? Mais il faut se rendre compte que ça, c'est se gorger d'importance, parce qu'on attend des résultats. Ni plus, ni moins, du point de vue quantitatif. C'est le piège. Rester dans le point de vue ni plus, ni moins qualitatif. On pourrait illustrer d'ailleurs cette humilité nécessaire, cette simplicité nécessaire, par le travail des écuries d'Augias. Hercule et les écuries d'Augias. Hercule, lors du 10e travail, lorsqu'il délivre Prométhée, il devient un maître de sagesse. Il devient le serviteur parfait. Et qu'est-ce qui lui est proposé immédiatement comme service? D'aller nettoyer les écuries d'Augias. Aller nettoyer toute la merde de chevaux qui a été accumulée pendant combien de temps. C'est un très très beau symbole. Oui, quelquefois qu'on pourrait là aussi, par plus, moins, se dire, quand on devient un serviteur, on a quand même certainement à faire des services un peu glorieux, des services on va servir à des choses importantes. Vous voyez, le symbole, il est là. On demande à que tu pourrais pas aller nettoyer la merde? Oui, on imagine, on pourrait réagir, dire, mais je suis maître de sagesse. Oui, justement. La merde, ici, en ce qui concerne les travaux d'Hercule, ça symbolise tout simplement tout ce que l'humanité a pu accumuler, vous voyez, de scories, de choses émotionnelles à nettoyer. Mais le symbole, il est magnifique parce que il faut s'attendre à ce que nous aussi, peut-être, on nous demande simplement d'aller nettoyer la merde à tel ou tel endroit, et que c'est peut-être là qu'on nous attend au niveau du service. Ah, c'est sûr que c'est pas glorieux et que ça demande simplicité et humilité. Donc, s'imaginer qu'on va changer les choses, ça ne fait qu'amener la déception et le doute sur ce que l'on fait. Comme le colibri, faisons juste la part qui nous revient, sans se soucier du tout du résultat, et sans se soucier non plus de l'appréciation ou du manque d'appréciation des autres. Les vrais résultats, c'est l'élévation du niveau vibratoire global par l'échantillon que nous sommes capables d'en vivre dans notre propre quotidien. L'élévation du niveau vibratoire global. Mais qui est capable de mesurer cela? À part justement les initiés. Qui est capable de voir dans une société comme la nôtre ou sur la planète qu'effectivement nous avons participé quelque peu à élever le niveau vibratoire? On n'en sait rien. On n'est pas du tout en mesure, nous, de l'apprécier complètement. Voilà pourquoi il nous faut faire confiance et se contenter d'être simplement, comme disait Gandhi, être simplement le changement qu'on veut voir dans le monde.
quotidiennement, tout le temps, être le changement qu'on veut voir dans le monde, ni plus, ni moins. Je vous propose une méditation à ce sujet.